Donc Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de cette entrevue. Merci à vous. Alors, vous êtes secrétaire d'État chargée à l'égalité en France. Vous êtes de passage à Montréal dans le cadre du transfert de la présidence du G7. Dans le cadre de votre rôle, vous avez été mise à mal ces derniers temps sur les réseaux sociaux, alors que vous défendez des questions qui devraient être la base de toute société, les questions d'égalité des genres. Vous avez même parlé récemment, en fait, au sujet des attaques que vous avez reçues d'un florilège de haine misogyne décomplexée. Alors, parlez-nous de comment ça se traduit tout ça dans votre quotidien et comment est-ce que vous arrivez à surmonter tout cela pour garder le cap? Alors, bonjour. D'abord, j'ai pas été mise à mal. Je considère, comme beaucoup de féministes, que la sémantique est importante et je pense qu'on peut pas minimiser les faits. Là, il s'agit de menaces de mort, ce qui relève du pénal, de menaces de viol, de menaces de sévices sexuels, de cyberharcèlement, de harcèlement ciblé et coordonné, avec un vocabulaire qui est effectivement extrêmement misogyne parce que ça dépasse ma personne, cet enjeu. Et l'enjeu, c'est comment on traite les femmes dans le débat public. Moi, j'observe que les femmes, que ce soit des femmes politiques, des femmes journalistes, des femmes d'affaires et autres, elles ne sont pas traitées d'un point de vue sémantique de la même manière que les hommes. Ouais. Les hommes politiques qui prennent une position quand il y a une haine qui se dirige envers eux, elle va se diriger de façon violente, point. Une femme, ça va être dirigé de façon violente, humiliante, ou de façon violente en la sexualisant. En ce qui me concerne, les tweets en question sont des tweets avec des photomontages dans lesquels on me fait apparaître à demi-nu ou subissant telle ou telle violence, des menaces de viol. Et d'ailleurs, il y a une personne qui vient d'être condamnée à 8 mois de prison avec sursis et des amendes pour avoir proféré des menaces de viol sur les réseaux sociaux. Donc les femmes sont traitées différemment des hommes, avec derrière toujours le but de les re-essentialiser, de leur rappeler qu'elles sont des femmes et que si on veut, on peut les humilier, si on veut, on peut les violer, etc., pour les faire sortir du débat public. La République en marche a comme objectif central de son quinquennat justement l'égalité des genres. Est-ce que vous percevez que ça a un impact sur votre mission ou est-ce qu'il y a encore des moments de retour en arrière qu'on observe ? Je crois que c'est une bonne question que vous posez et je pense que justement en matière de droits des femmes et d'égalité femmes-hommes, on a vraiment deux vigilances à opérer. D'abord un travail pour conquérir sans cesse de nouveaux droits et ce travail il est difficile et il est mené par la société civile, par les gouvernements, par tout un tas de personnes engagées, par les entreprises, etc. Et puis on a aussi un travail de vigilance pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas avoir ce backlash et pour ne pas perdre des acquis. Et je pense que c'est un des rares sujets sur lesquels on a vraiment une vigilance à avoir sur les deux fronts au même moment. Et on voit qu'au niveau mondial, il y a des populistes qui arrivent au pouvoir et qui veulent justement remettre en cause ces acquis pour les femmes. Justement, ça m'amène à, en fait, vous avez aussi écrit beaucoup, vous avez écrit plusieurs livres, blogs, vous avez créé une association, il y a différentes façons finalement de faire passer son message et faire passer ses idées, mais vous avez entre autres écrit un essai intitulé « Le deuxième sexe de la démocratie » qui dresse un constat évidemment sans concession de la place accordée aux femmes en politique et j'aimerais faire le parallèle avec une fameuse citation de Simone de Beauvoir qui est « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis et vous devez rester vigilante votre vie durant. » Alors en tant que femme politique aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez des obstacles supplémentaires par rapport aux hommes qui vous côtoient ? Oui. Je crois que c'est pas propre à moi, encore une fois, c'est vraiment propre à toutes les femmes. C'est-à-dire que les hommes ont ce qu'on appelle une présomption de compétence et les femmes une présomption d'incompétence. Quand vous avez une scène, vous êtes dans une conférence, on annonce un speaker, il y a une personne qui arrive. C'est un homme, il est blanc, plutôt âgé, avec un costume et une cravate. La question que vont se poser les gens, c'est tiens, mais de quoi cet homme est-il expert ? Vous avez la même scène, le même public, vous avez une femme plutôt jeune, peut-être en plus issue de la diversité, habillée avec une robe à fleurs et les cheveux détachés, des bijoux, du maquillage, la question que vont se poser les gens dans l'assistance, c'est « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et ça, on l'observe parce que c'est des générations et des générations de construction sociale de cela. À la télévision, la place des femmes expertes, elle est minime. L'immense majorité des experts, en quoi que ce soit qui interviennent, sont des hommes. Donc je pense qu'on a vraiment un travail collectif à mener pour changer les représentations et faire en sorte que les femmes soient jugées pour leurs compétences et les hommes pour leurs
leurs compétences et non pas pour leur capacité à porter ou pas une cravate, pour le ton de leur voix, parce que plus votre voix est grave, plus vous êtes écouté. C'est quelque chose qui est démontré scientifiquement par de nombreuses études. Et puis que dans la manière dont on appréhende le leadership, peut-être on se passe d'expressions comme « est-ce qu'elle aura les épaules assez larges ?» La personne qui a les épaules les plus larges, généralement, c'est plutôt les hommes. Et donc, une manière d'écarter une femme d'un poste, c'est de dire « elle n'aura pas les épaules assez larges ». Faire appel à la colère ou à l'hystérie ou à l'émotion supposée des femmes. Un homme en colère, c'est un homme qui a du leadership et qui sait s'affirmer. Une femme en colère, c'est une femme hystérique, voire, pour les pires misogynes, qui a ses règles. Donc, je pense que c'est tout ce système qu'il faut démonter petit à petit. Est-ce que vous pensez que votre âge est un facteur également? Est-ce qu'on vous trouve trop jeune, pas assez expérimenté? Et si vous étiez un homme, ce serait peut-être un facteur moins important? C'est probable, mais je pense que là, on est en train vraiment de changer les choses au niveau mondial avec des leaders mondiaux plutôt jeunes, comme Justin Trudeau au Canada, ou bien sûr Emmanuel Macron en France. On a un président de la République qui a été élu à 39 ans, donc c'est une formidable manière de dire aussi qu'on peut être jeune et s'engager. Ce que je voudrais dire, c'est que l'important pour moi, c'est vraiment la mixité, c'est-à-dire le problème, c'est pas qu'on ait des hommes ou des personnes qui soient plus âgées, le problème c'est qu'on ait que cela. Et une équipe, elle est performante quand elle est mixte, quand il y a des gens qui ont des parcours sociaux, géographiques, territoriaux différents, qu'il y a des femmes et des hommes, des vieux et des jeunes, des gens valides et des handicapés, et pas forcément qu'il y a ou l'un ou l'autre. Donc une belle complémentarité de talent finalement. Voilà. Alors, sachant qu'au Canada, nous n'avons pas de loi qui prévoit de quotas de femmes dans les conseils d'administration, contrairement à la France, et que nous n'avons donc que 14% de femmes dans les CA ici. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Copé-Zimmermann qui, elle, a amené quand même 40% de femmes dans les CA en France? C'est une des lois les plus efficaces, je crois, au niveau français, et donc je rends gré et grâce à ceux qui ont été à leur initiative, et notamment Marie-Jo Zimmermann. Parce que ce qu'on observe, c'est que quand il n'y a pas de quota, c'est la jungle, finalement. Et donc je sais qu'il y a des affrontements idéologiques, philosophiques. On nous dit parfois, ça veut dire qu'on va nommer une femme parce qu'elle est une femme. Moi, je trouve qu'on a nommé pendant des générations des hommes parce qu'ils étaient des hommes. Ça n'offusquait personne à l'époque. Donc je pense que les quotas, c'est un mal nécessaire pour faire en sorte de faire avancer les femmes, puisque quand il n'y en a pas, ça n'est pas vrai que la parité et la mixité arrivent toutes seules. Très bien. Et pour finir, un conseil que vous auriez pour permettre aux femmes de percer ce fameux plafond de verre, comme vous l'avez appelé, que ce soit en politique ou que ce soit dans le milieu des affaires? Je dis très souvent que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas écouter les conseils, parce qu'en fait, en réalité, quand on donne un conseil, on partage sa propre expérience. Je pense que chacun est unique, chaque parcours est unique et qu'il ne faut pas se forcer à essayer d'être comme tel ou tel. Oscar Wilde disait « soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Un conseil qui est valable pour moi ne le sera peut-être pas forcément pour une autre personne, donc soyez vous-même. Excellent. Marlène Schiappa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.